le type d'activité qui utilise plus l'eau que tous les autres. Maintenant, donc, on est bien capable de trouver les facteurs qui sont capables de limiter l'utilisation de l'eau par les cultures et d'avoir une utilisation d'eau plus efficace. Est-ce qu'on suit cette direction? Est-ce que c'est politiquement poussé ou on préfère utiliser les semences, les graines qui sont traditionnelles pour d'autres raisons? Sur votre première question, effectivement, je veux dire ça. Alors d'abord, effectivement, un degré de plus, c'est 7% de vapeur d'eau supplémentaire dans l'atmosphère. Et donc on voit bien qu'on peut rapidement arriver à des potentiels de précipitations qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure que la température s'élève et qui a en plus, je dirais, par exemple pour la Méditerranée, qui est une mer presque fermée, pour peu qu'il y ait des étés qui soient particulièrement chauds, on a là une machine qui, sur le plan de la thermodynamique, vraiment, il y a beaucoup d'énergie disponible pour toutes ces précipitations violentes. Donc, est-ce que la solution, c'est de créer des barrages, de mettre des retenues partout, ou en tout cas, au moins d'y penser? Alors, je sais pas ailleurs sur le bassin méditerranéen. Ce que je sais, c'est qu'en France, aujourd'hui, quand on parle de stockage de l'eau, on a l'impression qu'on prononce un mot qui est quasiment tabou. Moi, ça me choque. Je pense que le stockage de l'eau, c'est pas la solution universelle, mais c'est pas non plus une solution qu'il faut bannir systématiquement. Donc, il y a des endroits où on peut stocker de l'eau. Il y a des endroits où ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des endroits où on peut utiliser tel ou tel type de système pour stocker de l'eau. Et puis, le système qu'on aura utilisé à un endroit, il ne sera pas adapté à un autre endroit. C'est-à-dire que comme pour tout, je dirais, il faut de la mesure, de la rationalité, un peu de pragmatisme, ça ne fait pas de mal de temps en temps, et donc une capacité après à faire des choix. Et c'est là où je rejoins ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choix ont été faits, il faut les mettre en œuvre. Donc il faut une gouvernance qui soit adaptée à ce type de choix, ou pas d'ailleurs, de dire non, on ne fera pas de retenue, mais qui n'ait pas peur ensuite de mettre en œuvre la décision qui a été prise. Parce qu'on arrive à des situations qui, in fine, lorsqu'on a pris une décision et qu'on sent qu'il pourrait y avoir des manifestations, etc., la décision qui a été prise et qui en général est issue d'un débat qui a rassemblé, qui est collectif, eh ben on ne la met pas en œuvre et je trouve que ça décrédibilise in fine la parole publique. Donc moi je crois qu'il y a des endroits où on peut et on doit stocker de l'eau. Après il faut voir où est-ce qu'on le fait et dans quelles conditions on le fait. Mais il n'y a pas de raison que ce soit un tabou. Voilà. Peut-être je peux compléter un tout petit peu. Excuse-moi. Pour moi, c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire. Et l'agriculture peut jouer un grand rôle. En fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on freine l'eau jusqu'à la mer. On peut faire des barrages, mais on peut aussi, en France, on a abandonné toutes les cultures en terrasse. Les cultures en terrasse, c'est un bon moyen de freiner l'écoulement d'eau jusqu'à la mer et donc du coup de la retenir, de lui permettre une meilleure captation par le sol. Voilà, on a aussi abandonné toutes les zones inondables. Tout ça pour urbaniser ou pour en tout cas d'autres usages. Il faut recréer ces zones-là, très clairement. Il faut recréer des endroits où on peut permettre l'expansion d'une rivière, d'un fleuve, pour venir inonder des hectares entiers de terre et donc permettre tout ça, la captation par le sol. Donc il y a plein de possibilités et tout ça en plus est quand même souvent très bénéfique pour la biodiversité. Donc, Mohamed Sadiki. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de l'invitation et puis saluer l'ensemble des intervenants de ce matin sur des sujets extrêmement importants.
Alors, je sais que je vais émettre plus de remarques et puis quelques points peut-être de réflexion pour plus tard. Je sais qu'on va avoir d'autres sessions qui vont peut-être chevaucher et puis traiter d'autres aspects, mais sur lesquels on peut avoir les mêmes remarques. D'abord, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en tous les exposés, et on interpelle les scientifiques et on interpelle la science. C'est très important. Ceci est fondamental. Deuxièmement, j'ai 4 points. La question de controverse et de divergence par rapport à certains nombres de migrants, et je prends la question de l'agroécologie. Alors, l'agroécologie en opposition à la nécessité d'augmenter la production. Je pense que effectivement, les avis, j'ai vu, bon, il y a le nord, le sud, mais c'est une question d'histoire, c'est une question aussi de situation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, dans les pays du Sud, c'est le rôle de l'agriculture. Ce n'est pas uniquement de nourrir, c'est aussi de stabiliser une population dans le milieu rural. Vous avez 30 jusqu'à 50% de population qui vit encore dans ces milieux et qui vivent sur l'agriculture. Il n'y a pas d'autres ressources. Ce n'est pas uniquement une logique de produire pour nourrir. Donc, les cultures de rente font que le revenu de ces populations s'améliore donc avec ces cultures de rente. Donc, ceci est extrêmement important. Alors, maintenant, en termes de durabilité, en termes d'agroécologie, je pense qu'aujourd'hui, la mise en œuvre, les principes sont là, mais la mise en œuvre est difficile. Bien sûr, la mise en œuvre interpelle les politiques aussi de mise en œuvre. Et il me semble qu'on a été, d'un point de vue approche scientifique, trop dogmatique par rapport à l'écologie. Je pense qu'il est très important de revenir aux fondamentaux agronomiques et d'avoir des transitions et de savoir comment implanter des transitions, parce qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain des systèmes existants. Si on veut vraiment travailler la transition, il faut aller vers des approches, des principes d'agroécologie dans les systèmes de production et y aller donc. Et je sais, et vous savez que dans la Méditerranée, il y a des principes très importants qui sont ancestraux. Prenons juste les systèmes céréales légumineuses qui ont été détruits avec le temps par l'intensification. Il faut revenir à ces systèmes. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, je vois que dans les politiques, on revient à ces systèmes et qui assurent, au moins dans certaines zones, cet équilibre et ce maintien, d'abord la protection des sols et la fertilité des sols, mais également la question donc, de l'économie des intrants et puis également de l'eau à travers l'humidité donc, du sol. Un point par rapport à la pêche et l'aquaculture. On voit très bien donc, que la pêche stagne aujourd'hui, il y a un plateau parce que c'est à cause des erreurs du passé. Et aujourd'hui, surpêche, etc., on a vu les chiffres. Le relais. Ceci est très important. Ah, d'accord. Donc l'aquaculture, c'est quoi? C'est l'élevage tout simplement. On est en train d'imiter la production animale dans les milieux marins. Alors il me semble qu'avec cette augmentation qui est très importante, qui va résoudre un certain nombre de problèmes d'alimentation dans certains pays, il est très important d'apprendre des erreurs de l'agriculture. Et c'est fondamental pour en ce qui concerne la durabilité. Parce que les problèmes qu'on vit au niveau de l'agriculture risquent d'être transposés au milieu marin et puis aux eaux douces. Troisième point, c'est l'eau. Effectivement, tout ce qui a été dit, donc je pense que c'est très important, les propos qui ont été développés ce matin. Il me semble, moi je viens du sud de la Méditerranée, et il me semble d'écouter un débat que j'ai déjà entendu il y a 40 ans sur ces sujets par rapport à cette zone qui a connu ces problèmes avant. La question de stockage, parler de stockage aujourd'hui, pour moi c'est choquant, effectivement, comme vous l'avez dit.
Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que vous avez développé, c'est une question de perturbation du cycle de l'eau. Il est perturbé, et dans cette zone, il est perturbé, comme vous l'avez dit, c'est la question de variabilité, de diversité. On a des extrêmes qu'on n'a jamais vus, que ce soit des sécheresses, que ce soit des inondations. Mais il y a également un problème de redistribution au niveau de la région. Il y a certaines régions peut-être qui reçoivent beaucoup d'inondations, mais il y a d'autres régions qui souffrent plus de sécheresse. Et donc, on ne peut pas produire sans eau, vous l'avez dit, que ce soit de la pluie, c'est de l'eau, que ce soit de l'eau d'irrigation. Et donc, que faut-il faire? Il faut trouver un équilibre, comment équilibrer la quantité d'eau qui est nécessaire à la production. De toute façon, on reçoit l'eau à partir de la pluie. Soit il faut la stocker dans les barrages ou alors dans le sol. Dans le sol, il y a également des mécanismes. Donc là aussi, c'est la technologie, c'est la science qui va aider énormément, mais c'est également la question de gouvernance. Et je voudrais terminer par cette question de politique. D'abord, l'eau. Toute la gouvernance de l'eau, quand vous regardez les pays méditerranéens, il y a un gros sujet. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas gérer l'eau d'une manière sectorielle. Et c'est clair. Et c'est ça l'erreur que nous avons partout. Il y a un ministère d'équipement de l'eau et qui gère ça de manière... Alors que c'est une question globale, qui est beaucoup plus, qui va au-delà de la production et qui va au-delà du technique. Et donc, il est très important de revoir la gouvernance de l'eau et d'avoir des instances qui soient beaucoup plus... qui dépassent, qui transcendent les secteurs. C'est fondamental. Sinon, on a toujours des problèmes et on l'a vécu. On ne peut pas, en d'autres termes, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est la capacité de prévision. On ne peut pas prévoir si on réfléchit de manière sectorielle. Et puis, la politique alimentaire. Se nourrir en Méditerranée nous amène à la politique alimentaire. Je ne vois pas, dans tout, quand je regarde les politiques alimentaires des pays, elles ne sont pas lisibles. Il y a des difficultés à lire la politique alimentaire des pays quand on regarde la mise en œuvre de ces politiques, parce que justement, elles sont morcelées. Chaque département s'occupe d'un petit tronçon. Donc il n'y a pas de clarté par rapport à la politique alimentaire du pays. Et on a un mélange, souvent dans certains pays, surtout du Sud, entre la politique alimentaire et la politique agricole. On mélange les choses. Et aujourd'hui, entre la politique alimentaire et la politique de l'eau également, parce que l'eau devient l'élément essentiel de production dans ces pays. Donc, revoir et définir les politiques alimentaires. La même chose pour la souveraineté alimentaire. C'est les principes qu'il faut retenir. Mais chaque pays doit définir sa souveraineté alimentaire à travers des chiffres et à travers une manière quantifiée. Et de telle sorte à ce que ça soit, si vous voulez, opérationnel, parce qu'il s'agit de suivre Nous avons vécu des crises et on ne doit pas les oublier. La crise donc récente, qui est une crise du virus, donc du Covid, mais également la crise donc géopolitique que nous vivons encore, demande, si vous voulez, que les politiques alimentaires soient très très lisibles et opérationnelles sur le plan de mise en œuvre et sur le plan de prévision. Merci. Merci beaucoup. Avant qu'on clôture cette séance, parce qu'après les nourritures intellectuelles, on va avoir besoin de nourriture physique, je n'aurais pas quand même qu'on termine sans redonner la parole à nos trois intervenants du début pour qu'ils réagissent très très rapidement à ce qui a été dit dans cette deuxième partie, cette séance. Oui, merci. Moi, je voudrais justement réagir par rapport à la question des sols, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'eau verte. On a tendance à se concentrer sur l'eau bleue, mais l'eau verte, c'est la plus importante. Vraiment, elle est fondamentale, et c'est l'eau de l'avenir, et c'est l'eau qui est stockée dans le sol. Mais moi, quand je parlais justement du nexus eau, alimentation, énergie, écosystème, les écosystèmes, en réalité, c'est mis au cœur du nexus, parce que c'est vraiment ça qui détermine
la qualité, justement même la qualité de l'eau, et c'est le sol finalement qui est là au cœur. Donc on l'a évoqué indirectement, mais vous avez raison de rappeler parce que c'est un élément fondamental. Et quand on parlait de stockage, justement, pour nous, venant du Sud, c'est vraiment, on n'aurait jamais, quand il y a eu ces questions justement de les commissions pour les barrages et la commission et tous les bailleurs de fonds qui avaient décidé de ne plus financer. Ben nous, on a dit on va continuer à financer avec notre propre ressource parce que c'est vital. Si on n'avait pas construit nos barrages, fait les interconnexions entre les barrages, les transferts. Moi, quand j'ai travaillé justement sur le continent africain, mais c'est là le problème, c'est qu'on a empêché finalement les pays africains de construire les barrages. Et maintenant, ça coûte très cher. Et quand on voit maintenant la question du Congo, la question, enfin, le barrage Renaissance, les barrages en Afrique de l'Ouest, etc. Donc vraiment, pour nous, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Quand je lis les articles sur les bassines, je suis effarée, hein, franchement. Et c'est ces questions, et c'est là où c'est les gens qui s'opposent à ces... Enfin, je sais pas, je veux pas dire écologiste, mais enfin, je suis écologiste aussi, hein, je me considère comme écologiste aussi, mais ce sont ceux qui sont en train de se... Ils ne comprennent pas, finalement, les enjeux et ces questions-là. Alors, moi, il y avait quelque chose qui me dérange au niveau... Quand on parle de culture de rente ou culture vivrière, pour moi, ce sont toutes des cultures. Et la question, c'est, on s'alimente. Et pour moi, par exemple, ce qui est important, quand on en voit qu'il y a des universités des saveurs et des senteurs, parce que c'est quoi l'alimentation ? Quand vous mettez quelque chose dans la bouche, c'est cette saveur. Et vous avez besoin justement de l'agrémenter par un bon vin ou un bon jus de fruits. Ou par... Donc, qu'est-ce que c'est que les cultures de rente ? Le café, c'est une culture de rente ? Ben non, c'est ce qu'on mange. Donc, c'est l'alimentation. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on bannisse un peu ce mot. Hein, c'est pour les questions de controverse. Hein. Vraiment, qu'on enlève de notre vocabulaire ces questions culture de rente ou culture vivrière. Ce sont des cultures... Et c'est finalement l'agriculteur, comment est-ce qu'il va pouvoir vivre de cela ? Et ça revient à ces questions de qu'est-ce qu'on doit produire, qu'est-ce qu'on doit importer, qu'est-ce qu'on doit exporter. Et notre eau et nos sols, ils doivent servir à quoi ? Et ça, c'est une question fondamentale. Ça rejoint ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, c'est les questions justement des politiques de l'eau, les politiques alimentaires et les politiques agricoles. Et c'est vrai que dans ces questions-là, il y a un manque de vie. Moi, quand je disais on n'a pas de politique agricole, je me suis fait tomber dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui s'est dit. Oui, très brièvement, moi je souligne la remarque que vous avez faite sur est-ce que l'aquaculture, qui est le néolithique marin, finalement, est-ce qu'elle va être capable d'apprendre des erreurs, des errements de l'agriculture, notamment de l'agriculture industrielle, et de tout ce qu'elle a entraîné, pour éviter à nouveau de toucher un mur, pour revenir en arrière vers quelque chose de plus équilibré. Alors ça, c'est une très bonne question. On s'y efforce. On développe des systèmes pour essayer de limiter les impacts sur l'environnement et même de prévenir les entreprises qui développent à l'excès ce type de choses. Les Égyptiens, très intelligemment, ont gardé un système extensif, celui que j'ai présenté, et en l'intensifiant actuellement, il touche les limites. Donc on voit bien que là, il y a une question très essentielle. Est-on capable d'anticiper nos limites, nous, l'homme ? Et c'est ça quand même une question presque philosophique. Et les scientifiques ont le devoir, je dirais, de modéliser. Alors on a des outils de plus en plus puissants hein, pour pouvoir dire, attention, si vous continuez, on vous garantit que vous allez dans le mur et finalement, ça va vous coûter plus cher qu'en étant vertueux. Parce que moi, j'utilise des arguments assez basiques, hein, parce que ce n'est pas pour des raisons de vertu hein, qu'on va freiner avant d'être dans le mur. C'est pour des raisons d'intérêt bien compris de long terme. Et alors, il y a un avantage avec l'aquaculture, c'est qu'à la différence des productions terrestres, l'eau de mer est le milieu dans lequel vivent les animaux. Donc, si vous polluez le milieu, vous finalement détruisez votre propre ressource. Alors qu'un élevage de porcs industriels en Bretagne envoie ses nitrates dans la mer et dans les nappes phréatiques. Et lui, il peut rester au-dessus. Donc là, c'est différent. Nous sommes dans le milieu lui-même. Et cette différence, à mon avis, elle est suffisamment fondamentale pour inciter tous ceux qui veulent développer et intensifier
sans un contrôle, je dirais, sans une anticipation pertinente de ce que le milieu est capable d'absorber, la fameuse capacité de charge, carrying capacity du milieu. Un milieu, il est extrêmement productif jusqu'à un certain point. Peut-on anticiper intelligemment ses limites? Moi, je crois que cette leçon, elle renvoie au sens et au bon sens. Merci, j'ai 3 commentaires. Le premier sur le vocabulaire. Je suis ravi que le mot controverse est rentré dans toutes les conversations et toutes les présentations. C'était un des objectifs. Moi, je m'étais inspiré de la controverse du Karakorum. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est absolument passionnant. Donc le mot controverse intervient. Premièrement. Deuxièmement, j'avais organisé cette controverse sur les bassines, justement. C'était il y a 2 ans. C'était en plein problème politique local. Et notre académie, j'ai mis ensemble des gens, des spécialistes, et on a fait un rapport aux autorités, notamment l'autorité locale, le préfet, comme tu disais, qui sont maintenant les acteurs, les décideurs locaux. On lui a proposé un schéma indiquant à la fois qu'il y avait des problèmes scientifiques, des questions scientifiques, par exemple le taux d'évaporation dans ces bassines. Il était n'importe quoi dans la presse. Et donc on a, avec des spécialistes, on a dit voilà, le taux d'évaporation, c'est ça. Deuxièmement, il y avait aussi le problème local de la gestion. Le problème des bassines en Charente, là, c'était surtout ça. C'était que les gens, les populations, les agriculteurs s'étaient appropriés cette eau. Donc c'était très mal perçu. Et donc il y avait un problème de communication. Donc je pense effectivement que ce sujet, l'aspect controverse, je crée cette dynamique. Et je partage bien sûr ce qu'on disait tout à l'heure sur les cultures de rente. Et troisième point de vocabulaire, c'est je mange donc je suis. Et c'est parce qu'on va passer à table, je crois. Donc, je crois, Thierry, qu'on va faire la présentation de cette exposition plutôt ce soir. Donc, on a un peu plus de temps pour déjeuner. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Alors, un peu plus de temps pour déjeuner, pas vraiment, parce que normalement, on recommence à 14h. Donc là, vous allez avoir une petite heure pour déjeuner. Et sinon, ça va reporter à ce soir. On aura un petit peu de marge, mais pas beaucoup. Vous allez donc... alors, je voudrais d'abord qu'on remercie tous les intervenants de cette matinée pour leur... On va avoir dans la session de cet après-midi et dans les sessions des jours qui viennent l'occasion de revenir sur tous ces sujets culture de rente. Ça fait partie des... On a, comme on l'a dit, on a bâti aussi le programme autour des controverses, donc n'ayez crainte, on va y revenir. Vous allez sortir et vous allez avoir le buffet juste là derrière. Vous allez avoir 2 buffets. Le buffet qui va vous restaurer, et puis vous allez avoir un buffet un peu particulier qui a été élaboré par des élèves du lycée agricole, qui est juste en face de l'IAM, et qui a été élaboré avec l'accompagnement de Mustapha Tahaba, qui est un artiste peintre algérien, qui a travaillé avec eux sur les représentations sensibles, et en particulier graphiques, de leur vision de l'alimentation, de leur vision de cette problématique, se nourrir en Méditerranée et en particulier demain. Donc c'est une vision de jeunes qu'ils ont traduite à travers un certain nombre d'assiettes qui vous sont présentées et qui renvoient. Et on va ponctuer tous les 3 jours par des restitutions successives des travaux qu'ils ont faits, ainsi que les productions de Mustapha qui vont aussi jalonner les 3 jours. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14h, si possible, dans la même salle. Voilà, juste à l'intention des rapporteurs de session. On avait prévu de se retrouver à midi dans la salle 25. Et moi, je pensais qu'il y aurait eu un repas, qu'on avait 2 heures devant nous. On n'a pas 2 heures devant nous. Donc, ce que je propose, c'est vous prenez une assiette et on se retrouve dans la salle 25. Avec une assiette, et on discutera en consommant. Vous allez à la ligne de buffet que vous choisissez, différent. De toute façon, être là aussi à 14h pour la reprise.